Lundi 10 juillet, je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Au menu aujourd'hui, retour sur le Grand Prix de Grande-Bretagne et comme à tous les épisodes du lundi suivant un Grand Prix, nous allons avoir le bloc de réponses à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Et sans plus tarder, nous débutons avec le week-end de course. Week-end de course en Angleterre qui a débuté avec une très bonne séance de qualification. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça, on a eu un bon spectacle. Ça fait plusieurs week-ends de suite là, que les qualifications nous procurent un peu d'action. On a eu les McLaren qui sont venus se joindre à la partie. Ça a été intéressant de voir le progrès qu'ils ont accompli depuis le Grand Prix d'Autriche. On sait qu'on avait apporté des grosses améliorations. On peut même dire que c'est une MCL 60B qu'on a apporté pour l'écurie britannique. Lando Norris était le seul à avoir ces améliorations-là lors du Grand Prix d'Autriche. Il avait bien fait avec les mises à jour. Ensuite, on les a apportées, on les a ajoutées à la voiture d'Oscar Piastri, son coéquipier, donc lui aussi qui bénéficiait des améliorations, mais il n'avait pas la nouvelle version, donc ce qu'on avait apporté, la mise à jour pour l'Angleterre. Donc les nouveaux ailerons, on n'avait pas ça du côté de Piastri, mais ça ne l'a pas empêché de quand même signer un top 3, une première fois là, pour la jeune recrue qui en est qu'à sa première saison en Formule 1. On sait que c'est un espoir prometteur là, dans le monde de la Formule 1. Il avait eu, il a été champion de Formule 3, champion de Formule 2, donc il est pas sorti de nulle part, Oscar Piastri. Là, on sait qu'il a un très grand talent. Il y avait eu même une controverse. Il appartenait, ses droits étaient à Alpine. McLaren avait réussi à soutirer ses droits d'entre les griffes de Otmar Zafnauer chez Alpine. Donc, on avait réussi à mettre la main sur son contrat et d'en faire de lui un pilote McLaren. Donc, jusqu'à maintenant, il ne déçoit pas. Moi, je trouve qu'on voit pourquoi il est là, pourquoi il a eu autant d'attention autour de lui. Et là, il a réussi à avoir un top 3 derrière Lando Norris. Lando Norris, lui, qui a signé le deuxième temps des qualifications derrière Max Verstappen, qui a été encore une fois le plus rapide, qui a réussi à avoir un autre pole position. Ce qui a retenu l'attention samedi, bien c'est la continuité des déboires de Sergio Perez, qui lui a raté Q3 une fois de plus. Il y a eu plusieurs versions là. Il y en a qui disaient ouais ben c'était pas facile pour lui parce qu'il est resté trop longtemps dans la ligne des pluies avant de s'aller en piste. Ses pneus ont refroidi. Il a été le premier à se présenter là, donc la piste s'améliorait. On sait qu'il y avait de la pluie samedi, il y avait des conditions un peu changeantes. La piste était trempée, donc plus on attend, plus que les voitures roulent, plus qu'on assèche la surface, donc ça devient plus facile de faire des temps plus compétitifs. Donc lui est allé se positionner premier pour être plus rapide. Mais encore là, je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans. Il y a les circonstances, mais il y a aussi lui qui a fait, on peut dire, on a une expression en québécois là, qui dit qu'il a creusé son trou. Ben c'est un peu ça qu'il a fait. Il a pas réussi à faire des temps qui étaient assez compétitifs, donc il s'est ramassé à la dernière minute. Il y a eu un drapeau rouge. Magnussen, sa voiture s'était mobilisée en piste, ça Haas. Donc à ce moment-là, il y a eu le drapeau rouge. Ça a coûté un peu de temps. On était limite à la fin, mais il se devait de réussir à compléter un tour rapide et il est allé se positionner le premier. Encore là, Sergio Perez, c'est pas un gars qui n'est pas volubile. Quand c'est bien le temps de dire son opinion dans les médias et de critiquer des gens, on s'en rappellera l'année passée après le Grand Prix du Brésil, il se gêne pas, lui, pour écorcher des gens. Donc, je peux pas croire que quand on lui dit chez Red Bull, va te positionner le premier sur la ligne de départ, il est pas capable de prendre son micro et dire oh, non, moi je veux pas être le premier, je veux attendre que la piste s'assèche ou chose. Tu sais, il est capable de donner son opinion aussi. Il est allé se placer là, il a attendu 10 minutes avant que ça rouvre, fait que lui aussi, il a sa responsabilité là-dedans, puis à l'arrière de lui, il y avait Alex Albon. Alex Albon a complété un tour tout de suite après Sergio Perez, mais il a quand même réussi à se rendre en Q3, Alex Albon, puis il est dans une Williams. Puis tout le long du week-end, la Williams était capable de faire des temps plus rapides que Perez. Donc il y a un peu des deux là-dedans aussi. Et c'est bien beau de dire que j'ai été trop longtemps sur la ligne de départ, j'ai pas eu la piste au maximum pour les performances, mais il y a aussi sa part de responsabilité. Moi je trouve pas qu'il connaissait nécessairement un week-end qui nous laissait croire pourrait être très dominant. Moi, je l'avais dit aussi que à Silverstone, avec des virages rapides,
je ne le voyais pas être menaçant. Je voyais le maximum qu'il pouvait faire, c'est être deuxième, car il a une très bonne voiture, puis il est capable de temps en temps de nous sortir des belles performances, un lapin de son chapeau, mais à Silverstone, là, fallait pas compter sur lui pour faire un grand spectacle en qualification à cause des virages rapides. Ils ne sont pas sa force, c'est reconnu depuis ses plus de 12 ans en Formule 1 que c'est des virages lents, c'est là où ce qu'il excelle. Donc Silverstone ne rencontre pas ces caractéristiques-là pour mettre la table, pour permettre à Sergio Perez d'être compétitif dans un week-end complet sur un circuit comme ça. Donc, on n'était pas surpris. Il a été exclu de Q3. Ça, encore une fois, ça rajoute à la pression parce que là, en Hongrie, ben là, on me semble que ça fait ça fait plus d'un mois qu'on dit toujours la même chose, mais là, il va y avoir énormément de pression. Ça se transfère, là. Lui, dans le fond, là, Sergio Perez, il a un gros sac à dos, puis on lui met du poids dedans, puis là, à toutes les fois qu'il fait une performance comme ça, ben, on rajoute du poids. Donc, là, le sac à dos, il est rendu gros, puis il y a énormément de poids en s'en allant vers Hongrie. Ça va être sur ses épaules à lui. Il dit qu'il va être capable de chasser ça puis de faire un bon temps. Mais Hongrie aussi, c'est pas un circuit où il va exceller. Il y a beaucoup de virages rapides, des enchaînements de virages. Donc, ça va être, c'est pas comme si on s'en allait à Singapour, puis on pourrait dire, ah oui, Singapour, il va être capable de nous surprendre, virage lent, tout ça. C'est à voir en Hongrie, là. C'est pas un super passage pour lui pour nous faire un bon temps, mais il peut encore nous surprendre. Puis Red Bull est derrière lui, on le soutient, on veut qu'il fasse un bon temps, on veut qu'il se sorte de là. On a besoin des points aussi parce que là, Verstappen l'a mentionné, il est pas mal en train de remporter le championnat des constructeurs par lui-même. Donc ça a été ça la performance. Les Aston Martin en qualification aussi, on n'a pas été si compétitif que ça. Mercedes, on en avait parlé au cours de la journée de vendredi. On jouait un peu la comédie. Là, on faisait à semblant qu'on n'était pas trop compétitif. Finalement, on n'était pas si loin que ça. On n'était pas aussi bon qu'on le croyait, mais on n'était pas aussi, c'était pas si catastrophique que ça. Ferrari, Leclerc avait dit, je pense pas qu'on va être si bon que ça à Silverstone. Sainz, pourtant, avait des bons résultats le vendredi. Mais là, on a eu un peu entre les deux. Là. On n'a pas eu, ça n'a pas été la même continuité qu'on avait en Autriche, mais on a quand même réussi à s'en sortir, mais on n'était pas menaçant vers les Red Bull. C'est vraiment les McLaren qui était la menace, entre parenthèses, si on peut bien dire, qui était la menace à Red Bull pour le week-end. Donc, ça augurait bien pour un Grand Prix. Il est chez eux, Lando Norris, il signe le deuxième temps. Donc, les Britanniques étaient super contents de voir ça. On a eu Lance Stroll aussi qui était malheureusement dans un Aston Martin qui n'a pas pu se faire justice, faire un top 10, lui non plus. Il n'a pas accédé à Q3. Fernando Alonso, lui, a occupé dans les dernières places du top 10 donc pour la course. Fait que c'était un peu décevant pour Aston Martin, on s'attendait à plus, mais du côté de Mike Crack et de l'écurie même, on n'était pas surpris. On s'attendait pas à une grosse performance en Angleterre de leur part. Moi, pour ma part, je m'attendais qu'on rebondisse, qu'on veut sortir fort devant nos partisans. On sait que c'est une écurie qui est basée à Silverstone, donc on était vraiment à domicile. Mais on s'attendait, là, d'après les commentaires qu'Aston Martin a dit, c'était pas un point où ce qu'on avait fixé dans la saison qu'on serait dominant selon les caractéristiques de la voiture. C'est ce qui regroupe un peu ce qui s'est déroulé durant la journée de samedi, ce qui a vraiment ressorti. On peut passer au Grand Prix d'Angleterre qui se déroulait dimanche. Silverstone, Grand Prix d'Angleterre, il faisait beau, il faisait chaud, c'était la place pour un bon week-end de course, compléter ça sur une bonne note. Eh bien, ça n'a pas de déçu. Moi, j'ai aimé le spectacle. C'est pas tout le monde qui l'a aimé. Comme vous le savez, je prends toujours la peine de lire vos commentaires sur notre page Facebook. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un peu plus plate, un peu moins spectacle, un peu moins excitant. Et je vous comprends sur une certaine base, c'est que c'était beaucoup plus stratégique comme Grand Prix. Il n'y a pas eu nécessairement, c'était pas nécessairement flamboyant là, ce qui est arrivé, même si on a eu quand même des bons dépassements, on a eu de l'action, on a eu la voiture de sécurité qui est venue ajouter du piquant en fin d'épreuve, mais je peux comprendre que pour certains, le milieu de la course ou le début de la course, c'était un peu plus stratégique. Là. C'était vraiment parce qu'il y avait plusieurs modes. On essayait d'aller en un arrêt. On essayait de favoriser un arrêt. Il y avait certains qui avaient parti en gomme tendre, quand on prend George Russell. Il y en avait qui étaient pour la gomme médium. Donc, certaines écuries tentaient d'étirer la gomme médium le plus possible pour finalement compléter le Grand Prix en gomme tendre. Il y en avait certains qui voulaient peut-être arrêter plus vite, mais ensuite on mettait la gomme dure. Donc là, à ce moment-là, on voulait étirer la gomme dure pour compléter le Grand Prix là-dessus. Il y en a que, comme on a dit, George Russell, lui, il a commencé en gomme tendre. Donc lui, son but, c'était
d'essayer de profiter le plus possible de cette gomme-là pour finalement changer vers la médium ou vers la dure. Donc, il y avait plusieurs stratégies différentes, mais encore là, c'est ce qui complique toujours le spectacle en Formule 1, c'est l'économie des gommes. À toutes les fois qu'on essaie de ménager les pneus, eh bien, ça complique un peu le spectacle. Puis l'autre effet aussi, l'autre donnée qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'était des nouvelles gommes de Pirelli. Alors, les écuries étaient doublement prudents pour faire attention, pour apprendre à savoir jusqu'à où est-ce qu'on peut emmener ces nouvelles gommes-là, ces nouveaux procédés-là, la nouvelle recette de Pirelli qu'on nous présentait pour ce week-end-là. Donc, il y a beaucoup d'écuries qui étaient dans l'incertitude de voir qu'est-ce qu'on allait être capable de jusqu'à où on était capable d'emmener ces gommes-là. Donc, ça a compliqué un peu le spectacle à ce côté-là. Mais pour quelqu'un qui adore le côté stratégique de la Formule 1, qui adore la Formule 1 tout court, comme moi, ben pour moi, c'était intéressant pareil parce que j'avais beaucoup de questions. Là. Surtout, si vous me permettez, où ce que ça a été ma grosse interrogation, ça a été Ferrari. Charles Leclerc qui roule en gomme en gomme médium. Derrière lui, il y a Russell en gomme tendre. Russell tente de le dépasser, mais il n'est pas capable. Fait que là, Leclerc, il gère comme ses pneumatiques. Il met pas trop de pression aussi à l'avant sur Piastri, Norris, Verstappen et compagnie. Puis là, je me dis, ok, c'est intéressant. Il va ménager sa gomme médium. Il va tenter de rentrer plus tard possible. Il va peut-être aller vers la gomme tendre. Puis là, il sait que non, il n'y a pas besoin de vraiment compétitionner avec Russell. Il faut juste qu'il reste un peu en avant de lui, mais il n'y a pas vraiment besoin de le combattre agressivement parce que il sait que Russell va arrêter avant lui. Non. Chez Ferrari, on décide de rentrer Leclerc avant tout le monde. Parmi quasiment les premiers à rentrer. Finalement, ça n'a pas été vraiment une bonne stratégie pour Ferrari parce que c'était pas ça à faire. Il y a eu la voiture de sécurité qui s'en est suivie. Puis, en tout cas, tout ça pour dire, ça m'a surpris. Mais tout le long, je regardais ça, je disais, ça va être intéressant. Qu'est-ce que Leclerc va pas être capable de faire? Puis, finalement, on a comme jeté à l'eau cette stratégie-là. Et puis, c'est ce qui a amené le Frédéric Vasseur était vraiment pas content après le Grand Prix. Là, pour lui, c'était pas la stratégie à faire où on a décidé en mi-course, de changer où ce qu'on voulait faire, de pas continuer avec le plan initial. On sait que Ferrari nous ont habitués à travers les années avec des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, des plans Y. Donc là, c'est ça là, je sais pas c'est lequel qu'on a décidé de jouer, mais le plan A avait l'air bien parti, puis on a décidé de le jeter puis de prendre un plan qui était vraiment pas le bon. Fait que ça a compromis le week-end à Leclerc et à Sainz. Bon, pour revenir avec où ce qu'on s'en allait pour vous mettre un peu, là, je suis parti sur une dérape sur les stratégies, mais pour revenir à ce qui est arrivé, ben, sans surprise, c'est Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix. La surprise que peut-être pour certains, c'était que Lando Norris a réussi à le passer au départ tout le week-end, puis depuis plusieurs années, quand tu es positionné numéro 2 à Silverstone, eh bien, tu es avantagé d'une certaine partie parce que tu es capable de soit mettre la pression dès le départ ou d'utiliser l'espèce de réduction de traînée, donc l'effet quand tu suis une voiture, là, ce que tu es capable, l'aspiration, mais tu es capable de bénéficier de ça et de compléter un dépassement. Eh bien, Lando Norris n'a pas eu besoin d'utiliser tous ces atouts-là. Il a eu tout simplement un meilleur départ que Verstappen. Son temps de réaction a été nettement supérieur à celui du Néerlandais. Donc, il a réussi à sauter sur la première position. Dès le premier virage, il s'est présenté le premier. Il a réussi à prendre possession de ce virage-là. Mais là, moi, j'étais nerveux d'une certaine position parce que j'espérais, j'avais eu des discussions avec d'autres amateurs de Formule 1 au cours du week-end, j'espérais que chez McLaren, on n'use pas trop nos pneus, qu'on prenne l'opportunité d'avoir un bon résultat et qu'on protège le podium. Oui, là, les amateurs de spectacle vont dire, voyons donc, Martin, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? C'est pas ça qu'on veut voir, nous, quand on écoute un Grand Prix de Formule 1. Je suis d'accord. L'amateur de Formule 1 ne veut pas voir ça, puis moi non plus, je veux voir les voitures compétitionner. Mais je me mettais dans la tête de l'écurie McLaren, là, dans la tête des stratégistes. Je me disais, tu veux pas compromettre ton Grand Prix, tu as une chance d'avoir un podium, de mettre 2 voitures sur le podium. Pourquoi aller attaquer Verstappen quand tu sais que tu as très peu de chances de le faire? Prends les points qui s'offrent à toi, défends ta position, ménage tes pneus, protège-toi des Ferrari qui vont s'en venir, des Mercedes qui vont s'en venir, protège-toi des autres écuries, puis c'est ça, sacrifie un peu de temps à l'avant, mais sois sûr d'être capable de te défendre. Eh bien, c'est pas ça qu'on a fait chez McLaren, puis ça a quand même porté fruit. Norris a attaqué Verstappen, Piastri était derrière Verstappen, on l'a attaqué, puis on a profité du fait qu'on a été capable de rouler Verstappen et Piastri avec du DRS. Verstappen, le Norris s'est pas trop poussé loin de Max Verstappen, donc il était capable de lui donner le DRS, et lui restait quand même assez proche de Piastri, donc ça donnait le DRS à Piastri, donc les trois ont vraiment réussi à se sauver au départ.
C'est là que ça m'a laissé croire, est-ce que c'est vraiment eux autres qui sont en train de se sauver grâce au DRS ou c'est Charles Leclerc qui ménage un peu ses pneus à l'arrière pour une stratégie de Ferrari? Finalement, c'était rien de ça. Ferrari, il y en avait une stratégie, mais finalement, il n'y en avait plus. C'est ce qu'on a parlé au début. Donc, finalement, ça a donné que les McLaren, les 3 voitures au départ, ont réussi à prendre une avance qui leur a servi en fin de course jusqu'à la voiture de sécurité. Ensuite, le deuxième, comme je vous disais, au fil d'arrivée, ça a été Norris, mais on lui a fait ça compliqué là, chez McLaren parce qu'on a décidé, sous la voiture de sécurité, quand tout le monde a profité, on avait tout étiré, on vous parlait au début, on a tout étiré les gommes médium pour finir en gomme tendre, les gommes les plus rapides. Fait qu'à la voiture de sécurité, Verstappen en a profité, Hamilton en a profité, même Russell en a profité, lui, pour aller chercher un autre gomme tendre qui est allé chercher parce qu'il avait déjà changé ses pneus une fois, donc il a pu faire un autre arrêt gratuit puis mettre une gomme tendre pour être capable d'attaquer Piastri. Donc, on a été capable de tout s'en aller vers là, mais chez McLaren, on a décidé de dire, nous, on va aller avec les gommes dures pour compléter l'épreuve, ce qui était vraiment insensé et qui a fait gratter la tête à bien des gens de dire wow, là c'est dangereux parce que il ne restait, une fois que la voiture de sécurité allait rentrer au puits, il allait rester que 12 tours. Donc pourquoi tu mises sur une gomme dure pour 12 tours seulement à une épreuve? Sauf que du côté de Zak Brown, président, CEO, directeur de l'écurie, pas directeur, mais président CEO de McLaren, lui a décidé, selon lui, a expliqué que c'était pour cause qu'on avait des gommes dures flambant neuves et que les autres avaient toutes des gommes tendres usées. C'est des gommes qu'on a usées durant les périodes de qualification. Donc, on a misé que les gommes dures sur la McLaren, ça c'est un des côtés positifs de la MCL 60, c'est qu'on est capable de monter les gommes en température très rapidement. Donc, pour eux autres, on savait, on était en connaissance de cause, qu'on était capable d'aller chercher la bonne température à l'intérieur des gommes dures et être capable d'être compétitif. Sauf que là, on en a demandé beaucoup à Norris parce qu'à la relance, là, il y avait il y avait Hamilton partout dans ses rétroviseurs. Hamilton voulait le passer. Lando Norris, là, il a fait en sorte que sa voiture soit la plus grosse possible. Il a élargi son auto le plus possible. C'est une façon imagée que j'ai de vous expliquer ça. Bien entendu, vous avez compris que lui, là, il voulait prendre le plus de positions possible sur la piste pour être sûr de ne pas laisser passer Hamilton. Ça nous a donné une super bonne bagarre. Il a réussi à résister aux attaques. Là, après ça, Hamilton a eu le DRS. Ça devenait 2 fois plus dangereux, mais il a été capable de choisir ses emplacements, recharger sa batterie au bon moment pour être capable de défendre contre Hamilton. Alors, chapeau à Lando Norris. Il est devenu, sans aucun doute, le récipiendaire du pilote de la journée avec cette bagarre-là. S'il ne l'était pas déjà avant, dans mon livre ou dans le vôtre, mais là, après ça, c'est devenu unanime. C'est lui qui a remporté le pilote de la journée, non seulement par les votes de Formule 1 qui ont été comptabilisés lors du Grand Prix, mais aussi par les votes, encore plus importants, les votes comptabilisés par F1 Podcast. Eh bien, votre pilote de la journée, ça a été Lando Norris unanimement pour une deuxième course consécutive, pas pour la part de podcast, mais dans le monde de la Formule 1, c'est lui qui l'avait eu aussi les votes qui ont été sur le site f1.com. C'est lui qui avait eu aussi le pilote de la journée le week-end dernier. Donc, pour 2 week-ends de suite, c'est Lando Norris qui récolte cet honneur-là. Moi, pour moi, c'était sans aucun doute. Mon vote est allé à lui. J'ai même pas hésité à cause des circonstances et de la fin de l'épreuve dans quelle situation McLaren, son écurie, l'a positionné. Il a réussi à relever le défi, même si c'était pas facile, puis à faire quelque chose que bien des experts en Formule 1 pensaient que c'était pas mal terminé pour McLaren quand on a pris la décision de rester en dur. Même lui, Lando Norris, était assez sévère dans son cockpit à ce moment-là. Quand il a réalisé, il a pris le micro et il a dit Hamilton, il y a quoi derrière moi? Ils ont dit, il est en soft, mais il est en gomme tendre, mais usé. Il a dit ouais. T'sais, il était pas vraiment positif de ce qui arrivait là. Il savait qu'il était dans le trouble, mais il a réussi à surmonter ça. Puis là, après ça, parlant de surmonter, c'est Oscar Piastri, lui, qui était dans la même situation que son coéquipier, mais avec Russell derrière lui. Ben, lui aussi, il a résisté aux attaques. Sauf que lui, la voiture de sécurité, tout ça, ça lui aura coûté la 3e place, parce qu'Hamilton, lui, a tombé à point. Il a réussi à avoir la 3e place de Piastri à cause qu'il s'était immobilisé sous la voiture, en tout cas. Fait que Hamilton a eu la 3e place. Puis Oscar Piastri, il se devait de défendre sa 4e, même s'il pouvait pas, il y avait plus vraiment d'espoir de podium, mais il a relevé le défi, puis il a fini devant George Russell. Sergio Perez faisait un week-end de rattrapage, comme dans les 4 autres week-ends qui étaient auparavant. Donc, il était obligé de faire du rattrapage pour sa mauvaise journée de samedi. Bien, relevé le défi, il a réussi à remonter sa voiture jusqu'à la 6e position.
Fernando Alonso, 7e. Alex Albon avec sa Williams depuis Montréal, que ça continue, là, on réussit à être compétitif, on est dans le spectacle. Quand on n'a pas des pénalités comme qu'on a eu en Autriche, on réussit à être compétitif. Ben, Alex Albon qui a eu une 8e place pour le 800e Grand Prix, entre parenthèses, si vous avez écouté l'épisode de vendredi, vous savez que ce n'était pas vraiment le 800e Grand Prix pour Williams, mais oui, il a réussi à avoir la 8e position en ce 800e Grand Prix. Et là, Leclerc, 9e, Sainz, 10e. Erreur de stratégie pour Ferrari. Oui, on n'était pas nécessairement super compétitif en rythme, mais je maintiens mon point que chez Ferrari, on a échappé la balle, on a fait une erreur de stratégie. Et on peut mettre ça dans le petit cahier de notes, là. Ça fait quelques saisons qu'on peut cocher qu'il y a des erreurs de stratégie là, chez Ferrari. Ben là, cette défaite-là, cette position-là, le week-end difficile, le revient au département des stratégies de la Scuderia. Fred Vasseur, c'est sûr qu'il est d'accord avec moi parce que à voir son visage, je sais que c'est pas le gars qui est le plus souriant ou qui a l'air le plus accueillant, même s'il l'est, là. Mais quand on le regarde, mais il était vraiment pas content de ce qui s'est passé chez Ferrari. Lui aussi, il se posait des questions. Alors ça, Valtteri Bottas, un bon week-end, là, un rattrapage, là. Bottas, des fois, on a fait une erreur chez Alfa Romeo samedi. On n'avait pas assez d'essence dans la voiture. Donc, on n'a même pas réussi à faire un temps si compétitif que ça. Mais on sait que si vous n'êtes pas au courant de cette règle-là, à la fin d'une épreuve, on doit être capable de prendre un échantillon. La FIA veut un échantillon d'essence. Donc, si on n'a pas suffisamment d'essence dans le réservoir, donc normalement, on considère qu'il faut qu'on ait au moins 1 litre minimum pour être capable de compléter les études, les échantillons sur l'essence pour être sûr que tout est conforme. Ben, si on n'est pas capable de remettre au moins 1 litre d'échantillon d'essence, à ce moment-là, on est disqualifié automatiquement. On peut se rappeler Sébastien Vettel, que lui, ça y était arrivé durant une course avec Aston Martin. Donc, le Bottas, lui, est arrivé pendant les qualifications. Donc, il a dû s'élancer de la dernière place. Nico Hülkenberg, 13e, un week-end difficile chez Haas. Mais il a quand même réussi à terminer 13e. Lance Stroll a été pénalisé en fin de course. Une bagarre avec Pierre Gasly. Pierre Gasly dit, il m'a dépassé hors piste. Mais là, on a tout été... Moi, j'ai été sceptique un peu là. Comment ça, on n'a pas donné une pénalité à Lance Stroll? Il a complété le dépassement à l'extérieur de la piste. Mais il était un petit peu à l'avant de Gasly. À ce moment-là, on a peut-être jugé que non, c'était pas vraiment compléter un dépassement, même si vous connaissez ma pensée là-dessus, parce que je me suis déjà exprimé sur George Russell en début de saison quand il a fait un dépassement à l'extérieur de la piste. Sauf que là, l'explication qu'on a eue de la FIA, c'est que Gasly ne lui a pas donné suffisamment d'espace. C'est Gasly qui a poussé Stroll à l'extérieur de la piste, donc il n'avait pas le choix de prendre cette ligne-là. On sait qu'on a été super sévère en Autriche pour les lignes de course. Il n'a pas respecté aussi les lignes de course dans le show. À ce moment-là, on a décidé que c'était pas de pénalité là, mais plus tard, dans un autre virage, là, Lance Stroll avait suffisamment d'espace par Gasly, mais il a quand même pris un peu l'extérieur et est revenu à l'intérieur parce que sinon, il voulait éviter cette espèce de vibreur-là qui aurait pu endommager le tout de sa voiture. Et là, il est rentré en contact de Gasly. Donc, on lui a donné une pénalité de 5 secondes pour avoir causé un accident. Donc, c'est ce qui l'a poussé à la 14e place au fil d'arrivée avec la pénalité comptabilisée. Joe, lui, 15e avec sa Alfa Romeo. Tsunoda, on avait beaucoup d'améliorations chez AlphaTauri, mais ça n'a pas vraiment porté fruit. On n'a pas vu nécessairement une nette amélioration pour eux. Donc, Tsunoda, 16e, De Vries, 17e. Pierre Gasly a été forcé à l'abandon à cause du contact avec Lance Stroll, donc il n'a pas terminé la course. Donc, c'est 18e, très décevant pour lui. Magnussen, on a encore eu des problèmes de moteur durant la course. On avait mis un nouveau moteur, même si c'était un moteur qui avait déjà été utilisé, mais on a changé le moteur parce qu'on avait eu des problèmes dans la qualification. On en a eu d'autres durant la course. Donc, chez Haas, là, on se rappellera, en début de saison, Ferrari, où l'année dernière, on avait des problèmes avec les moteurs Ferrari. Haas utilise, on est un client de l'écurie de la Scuderia, on utilise des moteurs italiens. Puis on dit, oh non, chez Gunther Steiner, lui, il disait, non, on n'en a pas de problème chez nous. Puis là, on commence à les voir, là, Magnussen, 2 moteurs en fin de semaine que ça a coûté. Fait que on peut prévoir des pénalités d'ici la fin de la saison pour son cas. Ocon aussi, trouble hydraulique, si j'ai bien compris, qui s'est passé. Donc, on a été forcé à l'abandon. Donc, un gros 0 dans les points pour Alpine, un week-end difficile. On a quand même dit qu'il y avait du positif à tirer, que les performances de la voiture étaient là. Sauf que si on termine pas, à quoi bon sert avoir des performances? On n'est pas capable de terminer une course. Donc, ça fait mal au classement parce que là, on se fait devancer par des écuries comme McLaren qui commencent à aller bien. Donc, on peut prévoir là une grosse bataille ou bagarre d'ici la fin de la saison entre l'écurie française et l'écurie britannique McLaren. Donc, c'est ce qui reste
à suivre. L'autre fait à noter aussi, c'est que Mercedes s'est fait battre par une voiture qui est client de eux, donc McLaren qui a réussi à terminer en positionnant Norris devant Hamilton. Ben, on achète des moteurs chez Mercedes. Donc ça, c'est jamais ce qu'on veut voir, là. Se faire battre. Quand on est constructeur, manufacturier, on veut pas se faire battre par nos clients. On sait, Renault, pendant des années, se faisait battre par Red Bull. C'est pas ce qui est souhaité. C'est un peu même humiliant en Formule 1. Donc, c'est toujours mentionné quand ça arrive. Donc, une écurie comme Mercedes ne veut pas se faire voir ça. C'est certain que Toto Wolff était pas content de voir les McLaren être en avant de lui. La même chose pour Piastri qui était devant Russell. Donc, on a vraiment réussi à positionner 2 McLaren devant les 2 Mercedes. C'est pas ce qu'on souhaite quand on est un manufacturier. Donc, c'est ce qui résume la course de dimanche. Maintenant, passons à vos questions, les membres F1 Podcast. La première question nous vient par l'entremise de notre adresse courriel f1podcast@gmail.com et elle nous vient de Patrick de Jonquière qui nous écrit « Félicitations pour votre podcast que vous m'avez fait redécouvrir mon amour pour la Formule 1, un sport que j'avais délaissé après l'époque de Jacques Villeneuve. Vous vulgarisez le sport et le rendez facile et excitant à écouter. » Eh bien, c'est un très beau commentaire, Patrick, et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est vraiment le but du podcast, d'être capable de vous fournir les informations et de rendre les Grands Prix excitants, même si on est dans un air de domination avec Max Verstappen. Mais c'est vraiment de voir qu'il y a plein d'autres bagarres à suivre et qu'il n'y a pas juste la première position, mais toutes les autres positions sont importantes dans un championnat de Formule 1. Et la question que Patrick nous a envoyée, c'est ce qui est le plus important à lire pour vous, eh bien, c'est: êtes-vous inquiet pour Aston Martin lors des récents résultats des dernières semaines? Eh bien, je vais vous dire que oui, je suis inquiet, mais en même temps, on se montre rassurant chez Aston Martin. On a l'air en contrôle, on n'a pas l'air de paniquer. Ça reste à voir là, lors des prochaines semaines, mais j'ai pas vu Lawrence Stroll, sortir puis dire là, ça n'a pas de bon sens. J'ai pas vu de ça. J'ai vu Alonso dire faut trouver où on a perdu notre rythme. J'ai vu Mike Crack venir dire qu'on s'attendait pas à être compétitif à Silverstone. Donc, pour l'instant, on semble être en contrôle. Donc ça, c'est rassurant un peu de voir que c'est pas comme si on a perdu quelque chose, c'est un imprévu, on a l'air de savoir ce qui se produit puis pourquoi qu'on perd nécessairement la performance. On avait mentionné qu'on perdrait du temps en soufflerie à partir du 1er juillet, mais là, c'est pas ça qui les affecte déjà. Là. Ça, c'est trop tôt pour dire ça. Donc, ça aussi, ça pourrait être inquiétant de dire qu'avant même qu'on a perdu le temps en soufflerie, on a déjà eu une baisse de régime et les autres écuries progressent. Donc, il faut rester dans la parade si on veut rester compétitif. Donc, oui, ça m'inquiète un peu, mais le fait qu'on a l'air en contrôle, ça montre qu'il y a une certaine stabilité où on a peut-être quelque chose dans les plans qui s'en viennent pour revenir en avant du peloton et défendre ces points-là. Il y a aussi Fernando Alonso qui parlait de la traînée chez Aston Martin. Donc, c'est un problème qui continue. À Montréal, on a essayé de le régler. Donc, on a d'autres. On semble avoir identifié le problème. La traînée, on en a déjà discuté. Le drag, percer le vent, donc en ligne droite ou partout où on n'a pas besoin de cet appui aérodynamique-là, ben on fait une restriction dans le vent. Donc, c'est un problème de la Aston Martin qu'on connaît depuis le début et on continue de travailler dessus. Donc, ça me laisse croire que les améliorations qui sont à venir vont continuer de vraiment focusser sur le point qui est la traînée d'Aston Martin. Donc, je pense qu'on va réussir à corriger ça. Le seul petit problème, c'est de voir c'est les autres qui s'améliorent autour de nous. Donc, est-ce qu'on va être capable, est-ce que ça va juste venir niveler puis on va continuer à bagarrer contre eux autres ou on va être capable de reprendre notre certain avantage qu'on avait en début de saison chez les autres écuries. Là, on était vraiment l'écurie derrière Red Bull. Est-ce qu'on est capable de retrouver cette place-là? Donc, ça reste à voir. Mais oui, j'ai une forme d'inquiétude, sauf que chez Aston Martin, les personnes qui sont plus importantes, qui sont concernées par le problème, chez eux, on semble en contrôle. La deuxième question nous vient de Yannick qui nous écoute de la Belgique. Et oui, un cousin éloigné qui nous écoute par l'entremise de Spotify et nous envoie la question qui demande: croyez-vous que Red Bull pourrait considérer Nico Hülkenberg comme un remplaçant à Sergio Perez? Eh bien, ma réponse est non. Non, moi personnellement, non, je le considérais pas. Ben, c'est pas votre question. Votre question, c'est est-ce que Red Bull considérait Nico Hülkenberg? Puis j'ai beaucoup de difficultés à croire que Dr Helmut Marko voudrait placer un pilote comme Nico Hülkenberg, même s'il connaît un bon début de saison. Il a 35 ans. On sait que M. Marko, le docteur Marko, n'est pas quelqu'un qui aime prendre quelqu'un à l'extérieur de Red Bull. Déjà que ça lui a fait très mal d'être obligé de concéder, de prendre un gars comme Sergio Perez parce qu'on n'avait pas de relève dans l'écurie. Donc, je serais vraiment étonné qu'on y aille vers là.
Ben, pour ma part, là, moi, je l'avais dit en début de saison, la personne que je m'étais donné comme objectif de regarder, d'observer au cours de la saison, c'était Alex Albon. On sait qu'il était déjà chez Red Bull par avant. C'est un gars qui était dans la famille Red Bull. C'est un gars que Dr. Helmut Marko apprécie. Christian Horner appréciait beaucoup aussi, ainsi que Max Verstappen. Puis il connaît des bons résultats chez Williams. Donc moi, c'est un pilote que je m'étais dit en début de saison et je l'avais dit dans un podcast aussi, que j'allais observer pour préparer, peut-être de ramener dans le giron de Red Bull. Donc pour l'instant, moi je trouve que c'est beau à voir, là. C'est excitant à voir, il montre de beaux progrès, il dégage une belle confiance, une belle maturité. Il est plus jeune aussi, contrairement à Nico Hülkenberg qui a 35 ans, 191 départs en Formule 1, Hülkenberg, toujours aucun podium. Donc non, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait vraiment apporter à l'écurie Red Bull, sans rien y enlever à ce qu'il fait depuis le début de la saison. Je trouve qu'il fait un excellent travail chez Haas. Puis, mais c'est pas pareil, aussi monter dans une grande écurie, la pression, et on essaie de voir vers le futur. Donc, moi, je vais beaucoup plus vers un gars de 27 ans comme Alex Albon. Ça serait mon candidat. Pas nécessairement que j'y donnerais tout de suite le volant, mais je continuerai de l'évaluer jusqu'à la fin de la saison. Et je serais sérieux à son endroit de le considérer comme remplacement à Sergio Perez. Pour ce qui est de Sergio Perez, là, on en parle encore, vous posez la question, mais oui, il n'a toujours pas été remplacé, il n'y a personne qui dit qu'il va l'être, il y a un contrat en 2024, donc c'est juste encore des spéculations à cause de ses mauvaises performances. Je comprends votre question. Puis il mentionnait justement dernièrement Perez, pour vous donner une petite mise à jour, qui a passé la journée là, dans le simulateur chez Red Bull. Donc on est lundi aujourd'hui, on était à Silverstone, l'usine était prête. Il n'est pas retourné chez lui au Mexique, il n'est pas retourné dans sa demeure, je sais pas s'il reste à Monaco comme bien des pilotes, mais il n'est pas retourné chez lui. Il est resté à l'usine, puis il est allé travailler sur le simulateur. Donc, il prend les bouchées doubles, il sait qu'il y a du travail à faire. Je sais pas si c'est venu de lui-même ou venu de Red Bull, mais il a pris le temps, il est parti dans un simulateur travailler pour se préparer pour le Grand Prix d'Hongrie. Donc, il n'a pas dit son dernier mot, le pilote mexicain. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Pour ma part, Nico Hülkenberg, c'est non. Et si vous me demandez de me mettre dans la position de Red Bull, je crois que c'est non aussi pour le pilote Hülkenberg. Ce qui complète notre épisode du lundi 10 juillet. Encore une fois, merci d'avoir choisi F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera lundi prochain. D'ici là, bonne semaine!